Bonsoir à tous, je me présente, je suis Nicolas Rebière, rédacteur en chef de La République et l'Éclair. Et à côté de moi, j'ai Yves Combeborde. Alors, est-ce que j'ai besoin de vous présenter, Yves Combeborde? Quand même, un petit peu. Bonsoir à tous, merci oui. d'être là. Présenter, oui, bien sûr. Je suis béarnais, né à Pau. Issu d'une famille connue et reconnue. Voilà, je suis pratiquement né à Bizanos quand même. Ah. Voilà, j'ai un peu les valeurs bisanosiennes parce que je suis né au Buisson, exactement. Alors, vous allez nous expliquer la différence entre les Bisanosiens et les Palois, mais je vois que là, il y a du private joke là. Issu d'une famille connue et reconnue sur les places de Pau et Navarinx aussi, ça c'est important. C'est à Pau. Très jeune que vous avez fait c'est à Paris, pardon, très jeune que vous avez fait vos armes dans la gastronomie, titulaire d'un CAP de cuisine à Morlas. Vous préparez le concours de meilleur apprenti de France. Vous êtes repéré, je crois, par le chef du Ritz. Vous passez au Ritz chez Maxim's, la Tour d'Argent, le Crillon. Enfin bon, que des noms qui parlent. Tous les plus beaux établissements parisiens. Vous créez votre premier restaurant à 27 ans, je crois, c'est La Régalade. Et puis ensuite, vous lancez d'autres restos, vous touchez la télé. Vos passages à Masterchef vous ont rendu célèbre. Vous publiez des livres. Vous êtes même devenu un personnage de bande dessinée à une époque. Vous avez fait une BD. Et vous êtes celui, surtout, qui aura révolutionné la cuisine parisienne, voire française, en inventant, ou en tout cas en lançant la bistronomie. Vous nous direz si c'est vous qui avez eu l'idée du nom ou pas. En mélange, je veux dire, gastronomie et convivialité du bistrot, quoi. Si je dois résumer, je ne sais pas si c'est le bon résumé. Là, vous revenez souvent à Pau, mais désormais, vous êtes installé dans le Luberon. Vous nous direz pourquoi aussi. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quand on a préparé, vous m'avez dit « Ah oui, c'est l'espoir. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'espoir ?» Vous avez pensé tout de suite à l'actualité, parce que c'est vrai que l'actualité n'est pas porteuse d'espoir en ce moment. Et vous m'avez dit le travail. Oui, alors je vais juste remettre par rapport au CV que vous avez énuméré. J'ai commencé à Pau quand même. Vous avez commencé à Pau, d'accord. J'ai commencé à Pau, j'ai commencé Place Royale. J'ai commencé où ça s'appelait Les Bien-Pensants, le restaurant Les Pyrénées, monsieur et madame Boucher. Voilà, ça a été ma première. Il y en a qui s'en souviennent, visiblement. Voilà, ma première maison parisienne, qui était à l'époque une des jolies maisons paloises en restauration, et qui était aussi la table du quotidien de l'ancien maire, oui, André Labarrère. Voilà. Ouais, d'accord, je vois. Voilà, c'est quand même, je dirais que mon métier a quand même démarré sur mes terres natales. Vous aviez quel âge là? J'avais 14 ans et demi, j'étais 14 ans et demi, j'étais un peu indiscipliné à l'école. Je ne pensais qu'une chose, c'était les copains et le rugby. Donc j'avais fait un choix d'arrêter, et papa m'avait dit, voilà, écoute, tu peux arrêter, mais tu ne resteras pas dans la rue, tu iras travailler. Donc il m'a dit, voilà, c'est lui qui m'avait mis dans le monde de la cuisine, sans que ce soit ma passion, sans que ce soit au départ mon envie personnelle. Et Paris, alors comment ça arrive ça? Paris, papa et maman s'étaient rencontrés à Paris dans les années 50. Ils avaient tous les deux travaillé dans une charcuterie qui était rue des Pyrénées chez monsieur et madame Bontemps. Il y a des destins. Alors, donc on entendait quand même régulièrement papa et maman nous raconter leur vie parisienne avec beaucoup d'étoiles dans les yeux. Alors, maman, je pense ça a été un de ses grands regrets, c'est peut-être rester à Paris. Elle a suivi papa le Béarnais alors qu'elle était bretonne et qu'elle adhérait à la vie parisienne, à ce mélange de culture, cette liberté d'esprit, cette liberté d'expression et cette beauté que la capitale peut dégager. Donc voilà, c'est venu naturellement que papa m'a dit bref, si tu veux faire le métier de cuisinier, il faut monter à Paris parce que voilà, Paris c'est la réunion de tous les terroirs de France. C'est la magie parce qu'il y a cette liberté d'expression qui permet à tout le monde de dire ce qu'il pense comme il a envie sans être obligatoirement jugé, et que ça amène la nouveauté, ça amène l'évolution, ça amène la réflexion. Donc papa m'avait dit, écoute, si tu fais ce métier-là, il faudra qu'un jour tu montes à Paris. Et une fois que j'ai fini mon apprentissage aux Pyrénées, je suis parti à Paris. Papa et maman m'ont amené dans une chambre de bonne 49 boulevard de la Tour-Maubourg. C'était... Il y a de l'émotion, là, je sens, ouais. Hein vous aviez quel âge? J'avais 16 ans passés. 16 ans passés, voilà. Quitter Pau, quitter la ferme à l'Escar
avec de l'espace, de l'air, et me retrouver dans une chambre de bonne au 7e étage sans ascenseur avec une toilette et une douche qu'on partageait avec 10 autres colocataires, c'est particulier. C'est la ville lumière. Voilà, c'est particulier quand on vient du Béarn avec la douceur que vous savez tous qui fait bon vivre au Béarn avec cet art de vivre béarnais. Se retrouver dans ces conditions-là, c'est toujours un moment très fort. Mais bon, je l'avais voulu parce que je voulais être libre, j'avais envie de vivre différemment. Je pensais que la vie pouvait être plus douce, moins autoritaire, et que je pouvais me couper un cordon ombilical où il y avait des valeurs très strictes et très fortes, qui étaient les valeurs du travail, les valeurs du respect, les valeurs de la famille. Et quand on a un certain âge, j'avais envie, je croyais qu'il y avait autre chose et qu'on pouvait vivre totalement libre et totalement sans contrainte et sans rigueur et sans discipline. Or, vous rentrez dans, on va dire, les grands établissements de gastronomie, et à mon avis, il y a un peu de contrainte dans ce genre de milieu. Oui, je me suis retrouvé dans une situation très délicate psychologiquement et moralement, parce que voilà, j'étais attaché à ma famille, même si j'étais content de partir et d'aller vivre très loin d'eux pour avoir un peu plus de légèreté. J'avais ma bande de copains d'enfance qui était hyper importante pour moi et qui reste encore aujourd'hui à 59 ans hyper importante. Mais j'avais fait un choix, et quand on fait un choix, quand on est jeune, j'étais un peu têtu et j'avais un peu aussi de fierté de dire tu l'as fait, tu vas pas repousser le chemin. Et mon seul moyen d'arriver à m'en sortir moralement, psychologiquement, c'est de trouver quelque chose de positif. Et quand on a 16 ans, des fois, c'est un peu compliqué de savoir qu'est-ce qui va nous rendre positif. Alors, c'était pas la vie de la nuit, c'était pas le côté déluré que Paris pouvait apporter qui m'intéressait. Et je suis rentré donc à l'hôtel Ritz, alors, par des circonstances, parce que papa connaissait un monsieur qui connaissait le chef, qui m'a permis d'y rentrer. Et l'hôtel Ritz, c'était l'armée, c'était totalement l'armée. L'armée, carrément. Oui, c'était l'armée. Mais c'était l'armée parce que c'était la rigueur, discipline, vouvoiement entre nous, une tenue de travail irréprochable, repassée au carré tous les jours, les ongles faits, les cheveux taillés. Voilà. On nous imposait voilà, une façon de vivre et une tenue corporelle individuelle qui est foncièrement assez difficile à accepter sur le départ. Après, quand il n'y a pas le choix, on l'accepte. Et je me suis accroché en réfléchissant à me dire, il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit tu acceptes ça, soit tu fais marche arrière et tu redescends à la maison. Et quelque part, c'est un petit échec personnel. Et pour l'accepter, je me suis dit, voilà, il y a 90% de chances que j'y arrive pas, il y a 10% de chances que je peux y arriver. Il faut que j'aille chercher la lumière, il faut que j'aille chercher pourquoi tu es là et qu'est-ce qui peut te faire plaisir. Voilà, qu'est-ce qui peut te dire que l'avenir sera toujours mieux. Et j'ai accroché par rapport au travail, par rapport aux gestes techniques, par rapport à l'évolution personnelle que j'avais, mais sur des choses basiques, parce que je commençais un métier qui est le métier de cuisinier, surtout quand on côtoie les lieux comme le Ritz ou le Crillon ou la Tour d'Argent, qui sont des lieux d'exception, où il y a une technicité de travail assez exceptionnelle, et il y avait des matières premières incroyables. J'ai dit, voilà, le seul moyen d'y arriver, c'est qu'il va falloir que tu t'imposes une période de difficulté pour que tu arrives à quelque part trouver une jouissance à faire ce que tu fais. Alors, je ne sais pas si j'explique bien, mais c'est tellement compliqué. C'est-à-dire que je me dis, tu vas arrêter de penser, tu vas arrêter de réfléchir à pourquoi on te dit de faire des choses, tu vas les faire. Et si on te dit de les faire, je me suis dit, c'est quand même des gens qui sont adultes, c'est des gens qui sont respectables, c'est des gens qui sont respectés dans leur métier. S'ils te le disent, ils ne sont pas là pour te rabaisser, ils ne sont pas là pour t'enterrer, ils sont là pour te faire évoluer. Donc j'ai fermé toute ma boîte crânienne, j'ai dit, tu fais et tu vas comprendre plus tard. Et ce qui est compliqué à accepter quand on est jeune, quand on essaie de toujours analyser et de comprendre systématiquement, instantanément pourquoi on nous demande de faire ça, j'ai dit, hop, tu passes à l'étape au-dessus. Et j'ai tenu, et j'ai répété des gestes à l'infini, parce que le métier de cuisinier, c'est toujours, aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu soi-disant un métier de création, de starification, mais la base, c'est quand même de la production et un travail qui
qui n'est pas foncièrement toujours jouissif, parce que je prends toujours l'exemple d'éplucher 3 carottes, c'est très sympa. D'en éplucher 200, il n'y a aucun intérêt. Et arriver dans sa tête à se dire que d'éplucher 200 carottes, c'est génial, il faut quand même faire un gros travail. Sauf que c'est un travail fabuleux, parce que quand on arrive à comprendre ça, et qu'on arrive à éplucher 200 carottes de la même façon, avec la même précision, ça devient un jeu, une compétition pour soi-même. Et quand on y arrive, eh bien on est heureux. Et j'y arrivais, et j'étais heureux d'avoir épluché 200 carottes avec exactement le même trait d'économe, le même angle d'épluchage. Ça paraît complètement dingue, mais sauf que ces moments-là donnent du plaisir. Donc je prenais plaisir à éplucher une carotte. Et ça a toujours été comme ça que je me suis dit, c'est le seul moyen de continuer, d'évoluer, parce que tu vas être fier quoi que tu fasses. Et ça allait même très loin, parce que je me suis retrouvé des fois à faire la plonge, mais de prendre une assiette ou un verre en cristal, de bien le laver, à la bonne température, avec le bon produit. Il ne faut pas qu'il y ait trop de produits, parce qu'il ne faut pas que ça sente le produit quand on sert le vin derrière. De bien l'essuyer sans le casser, de le regarder face à la lumière, et de voir un côté brillant, de voir les étoiles, et de se dire, c'est génial, je l'ai bien fait. C'est une jouissance personnelle qui permet de continuer. Et je me suis attaché à ça, à me dire que si je fais mon travail, que je le pousse à l'extrême tout le temps, quoi qu'on me demande, même si c'est une tâche de base, si je trouve le plaisir de bien la faire, je vais évoluer. Et ça a été, de toute façon, c'est encore aujourd'hui ma philosophie de fonctionnement. C'est grâce à ça que je suis parti du bas et tout doucement, je suis arrivé à gravir les échelons avec beaucoup de plaisir, quelle que soit la tâche qu'on m'a demandé. Alors, gravir les échelons, comment ça se passe après? Parce qu'une fois qu'on a épluché 200 carottes, 300 fois par an, qu'est-ce qui se passe après? Je veux dire, concrètement, c'est quand vous avez prouvé que vous pouvez éplucher 200 carottes correctement, on vous demande d'éplucher 200 oignons. D'accord. Je pense que ça peut durer une vie, quoi. Et ça dure une vie. Oui. Mais c'est un apprentissage. C'est tout ce mot d'apprentissage qui est aujourd'hui tellement galvaudé, comme le mot plaisir-travail, c'est que malheureusement, pour atteindre un peu la perfection, il faut que sa main devienne intelligente et que sa tête ne réfléchisse plus. C'est-à-dire que ça nous permet, ça me permettait que ma tête puisse voguer, ma tête puisse réfléchir, mais que ma main soit devenue une machine, une précision. Et quand on prouve qu'on est capable de le faire avec la carotte, avec l'oignon, après en levant le filet de rouget, après en désossant la côte d'agneau, après en faisant un beurre blanc, eh bien, les chefs voient que quelque part, on s'impose individuellement cette rigueur et cette discipline pour être capable de reproduire un geste à l'infini avec la même précision. Alors, c'est ce qu'on appelle, nous les cuisiniers, c'est l'intelligence de la main. Et l'intelligence de la main, il nous faut des années et des années et des années pour l'avoir. Ouais, c'est l'intelligence de la main, c'est des années, ça veut dire beaucoup d'humilité aussi, mine de rien. Sauf qu'à un moment, vous prenez votre envol, vous décidez, alors peut-être que je saute des étapes, d'ouvrir votre restaurant. C'est quoi le déclic? Comment ça se passe? Je pense qu'une fois qu'on s'est rendu compte que, qu'on était capable de reproduire, parce que je reviens sur ce métier de cuisinier, et comme je prends toujours l'exemple de mon métier, parce que c'est le seul métier que je connais, mais je pense qu'il y a énormément de métiers comme le mien. La répétition quotidienne d'une tâche, c'est pas souvent marrant. C'est vrai que répéter, quel que soit le métier, tout le temps la même tâche, tout le temps le même comportement, ça peut devenir lassant. Donc arriver à garder ce plaisir, je pense qu'il faut garder ce plaisir parce que c'est un moyen pour moi de me dire, pour garder le plaisir, il faut que tu sois fier de toi. Donc il faut un peu d'ego, il ne faut pas avoir peur d'avoir de l'ego, il ne faut pas avoir peur d'avoir de l'autosatisfaction, de se dire régulièrement, tu l'as bien fait. Sois heureux, sois fier. Ça, c'est une base. Après, j'ai décidé de prendre mon envol, parce que papa et maman étaient des gens totalement libres et totalement indépendants. Papa, c'était un numéro qui était maquignon de base, mais qui était capable de faire plein de choses, de bouger, mais surtout en électron libre, avec beaucoup d'engagement dans ce qu'il faisait, mais toujours en étant libre. Maman tenait
le commerce, voilà, ils étaient indépendants. Donc c'était aussi, moi, ma vision de la vie, c'était arriver à être soi et décider toujours de ce qu'on a envie de faire. Voilà, d'avoir cette forme de liberté permanente, même si c'est une liberté qui est assez quand même cloisonnée, parce qu'il y a toujours le côté économique qui est présent. Donc il y a quand même une obligation de rentabilité dans les commerces qui impose une certaine façon de travailler. Donc ça a toujours été mon objectif de faire comme papa et maman, voilà, de quelque part de sortir du monde de l'entreprise pour être moins un entrepreneur. Alors, je reviens un peu à l'apprentissage de la main. Vous m'avez dit, quand on préparait, on était des esclaves. Enfin, c'était des conditions de travail très dures, quoi. Combien d'heures par jour, etc. Et évidemment, j'ai une question. C'est, vous avez accueilli des jeunes. Est-ce que vous arrivez à transmettre ce message-là, qui est un message de liberté, mais d'une liberté qui passe par une contrainte stricte? Oui, alors j'ai travaillé 80 heures par semaine. J'étais chez les employeurs, j'ai travaillé 80 heures par semaine et j'ai été payé à l'époque, c'était 40 heures, on était payé 40 heures, donc il y avait une forme, on peut estimer, d'exploitation, d'esclavagisme. Mais je pense que c'est le contexte de l'époque qui était comme ça, quoi. De remettre tout ça en question. Moi, je n'ai pas trop envie d'en parler parce que je l'ai vécu. J'en ai souffert, mais je m'en suis quand même pas mal sorti. Alors certes, il y a des collègues qui ont explosé au vol, qui ne s'en sont pas sortis. Voilà, on peut reparler du passé. Le passé, ça reste le passé, et on peut toujours le remettre en question. Mais c'est très délicat. C'est sûr que les conditions de travail à l'époque du cuisinier, quand je dis, et c'est pas si vieux que ça, quand dans les années 80, on avait droit qu'à un jour de repos et on faisait 80 heures par semaine, c'est comme ça. Mais bon, ça m'a aidé aussi, ça m'a appris, ça m'a construit. Après, malheureusement, voilà, comme beaucoup de gens qui vivent des situations personnelles excessives, on a tendance à reproduire, même si ces situations personnelles, on les a haïes, on les a jugées, on les a détestées, on a toujours tendance à reproduire ce qu'on a vécu. C'est terrible à dire, mais c'est une réalité. Hein. Et ça, on peut prendre dans beaucoup de cas, pas simplement professionnels, dans des cas d'éducation familiale. Donc on a été dur, on a été aussi dur qu'ils ont été durs avec nous. Voilà. On a été dur, on a réussi quand même je pense qu'on a vachement évolué parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, à l'époque, nous on était capable de subir l'insupportable. Et me revient, là je fais un comeback derrière, mais me revient une phrase de papa, et vous allez vite comprendre la mentalité qu'on avait été élevé par rapport à la valeur du travail. Quand il est venu me présenter au Ritz, il m'a dit, il y a 2 choses à ne pas faire. Tu ne demandes pas ton salaire et tu ne demandes pas tes horaires. Non, mais tu vois, on était éduqués comme ça, donc c'est le passé, c'est le passé. Donc on a reproduit, on a été dur, on a été très compliqué sur les premières années, je pense, d'entrepreneuriat. Et moi, le premier, eh bien, on s'est vite rendu compte après, voilà, que par rapport aux générations qui étaient derrière nous, qu'elles ne voyaient pas les choses de la même façon que nous, elles les voyaient totalement différentes. Et j'ai toujours dit que la plus belle des qualités au monde, c'est la jeunesse. Donc je me suis toujours dit, attends, s'ils raisonnent comme ça, c'est eux qui ont raison. C'est pas quand on vieillit qu'on a raison sur le futur. Je pense qu'en on vieillit, on a raison sur le présent. On a raison parce qu'on a le savoir, on a beaucoup d'expérience, mais on n'a peut-être pas la bonne vision pour les années à venir, et que c'est souvent par la jeunesse que l'évolution se passe. Donc on a complètement changé notre épaule de fusil. Et on a intégré toutes les envies de la nouvelle génération, et qui sont des envies qui sont saines. Je suis aujourd'hui même l'un des premiers à dire que je suis hyper envieux des générations qui sont en place aujourd'hui, parce que c'est des générations qui ont plus d'ouverture d'esprit qu'on en avait nous à leur âge, parce qu'on n'avait pas fait grand-chose, on n'avait pas vu grand-chose. C'est des générations qui, techniquement, professionnellement, sont très compétentes, et c'est surtout des générations qui ont... Voilà, elles n'ont pas envie que le travail soit la chose principale de leur vie. Voilà, elles ont envie d'avoir un équilibre personnel, elles ont envie d'avoir une vie à côté du travail. Alors, c'est toute l'ambiguïté, parce que je suis aussi assez critique par rapport à ça, parce que je suis complètement d'accord avec les 35 heures, moi je suis complètement d'accord avec le comportement au travail qui doit être beaucoup plus humain, beaucoup plus réglementaire, mais je suis complètement en colère par rapport à la façon dont on dévalorise la valeur du travail, intellectuellement parlant.
Parce que moi, je reste persuadé que toute ma vie, c'est grâce au travail que j'ai été heureux. Voilà. Et j'ai un grand frère qui est docteur, qui un jour m'a dit que je faisais un métier de rêve parce que je donnais que du bonheur. Et que c'était un bonheur instantané. Et que quand on faisait des réunions familiales, j'étais toujours en train de faire l'idiot. Et ouais, j'étais toujours en train, mais parce que c'est mon travail qui m'a permis de faire ça. Parce que mon travail, voilà, j'étais fier de faire mon travail. Je trouvais qu'il était beau, même que j'étais fatigué, même que j'avais une pression extrême, il y avait beaucoup de côtés négatifs dans l'absolu. Mais humainement parlant, le travail me donnait la joie. Voilà. Me donnait la joie. Et la joie du travail m'a donné la joie dans ma vie. J'en reste persuadé. Ce que je dis aux jeunes, je dis, je vous comprends que vous avez besoin de plus de loisirs qu'on en a eu nous, et ça c'est complètement normal, mais n'oubliez pas que le travail doit rester de la joie, quel que soit le travail. Je vais prendre un exemple très simple, j'ai les balayeurs tous les matins, je suis un lève-tôt, je me lève tous les matins à 5h30, 6h, je vais descendre boire mon café, il y a les balayeurs, et bon, je leur paie le café, on discute, et je leur dis tout le temps, les gars, vous savez que Paris, c'est propre, au moins le 6e arrondissement, je me reprends. Le 6e, c'est propre, c'est grâce à vous. Et on le sait, ils sont fiers. Ils balayent, mais ils sont fiers de bien faire leur travail. Et on le voit parce qu'ils sont... Après, ils n'ont pas de pression. Je pense que c'est un arrondissement qui est aussi peut-être un peu particulier parce qu'il est assez léger comme arrondissement. Mais on les sent heureux, quoi. Et c'est ça, je trouve, la plus belle des choses. Alors, il y en a un des balayeurs qui joue avec moi au rugby. Et le gars, c'est un joyeux luron. Il est à la ville, il est balayeur, mais c'est un joyeux luron. Mais il est joyeux luron parce que quand je le vois travailler, il est joyeux luron. Il est heureux de faire ce que fait. C'est ça, cette valeur travail qu'on a tendance à rabaisser un peu trop. Je dis, gardons quand même, n'oublions pas que le travail, je crois que c'est une des fondations du bonheur de nos vies personnelles. Allez, la bistronomie. Qui c'est qui a inventé le mot ? Alors la bistronomie, qui c'est qui a inventé le mot ? Malheureusement, c'est un copain à moi qui était journaliste gastronomique qui s'appelait Sébastien Demorand, qui est décédé maintenant il y a 2 ans, qui a un petit problème de santé. Et c'est Seb qui a dit ce mot par rapport au travail que je faisais à la Régalade, mon premier restaurant. Voilà, parce que j'ai voulu faire un restaurant après avoir quitté les grandes maisons, avec toute la magie des grandes maisons, mais qui demande aussi beaucoup de pression. Et je ne me retrouvais pas dans la clientèle de ces grandes maisons, qui sont quand même une clientèle assez élitiste, même s'ils étaient adorables, ils avaient des comportements en tant que clients remarquables. Je trouvais que ça manquait de vie. Alors j'ai décidé de quitter ces maisons. Mon chef à l'époque, Christian Constant, je lui avais dit, voilà, j'ai envie de partir un peu de l'or, des tentures de chez... des grandes marques de soie françaises et de l'argenterie de chez Christophe, j'ai envie de monter une auberge de mousquetaires, hein, en gardant quand même la table et la qualité du produit et en gardant aussi ma personnalité culinaire. Donc il m'a dit qu'en deux, ouais, je te connais, si tu as envie de le faire, fais-le, tu le feras avec ton cœur et ça marchera. Donc j'ai créé ce restaurant La Régalade et c'est vrai que ça a été un engouement populaire magique parce que ça a été un lieu de vie, un lieu accessible au plus grand nombre, un lieu où toutes les classes sociales et toutes les classes sociales, toutes les religions, toutes les couleurs pouvaient se rencontrer et partager des moments de vie, d'amitié, de convivialité à un prix très accessible. Et Sébastien Demorand m'a dit qu'en deux, ce que tu fais, c'est de la bistronomie. J'ai dit, ça veut dire quoi ? Il me dit, ouais, c'est un moitié bistrot, moitié gastro. Et, voilà. Et le mot est parti de là, c'est parti du 49 avenue Jean Moulin. D'accord. Et maintenant, avec beaucoup de fierté, quand je fais le tour du monde, quand je me balade, que je vois dans le monde entier le mot bistronomie, je dis, si les gens savaient d'où ça vient, ça serait assez marrant quand même. Voilà. Et alors, est-ce que vous aviez pleinement conscience que vous alliez lancer finalement ? Non. Quand on se lance comme ça. Et alors, est-ce que vous ne cherchez pas dans ce concept, si c'est pas un concept à ce moment-là, une espèce de retour dans le Sud-Ouest avec peut-être ce qui manquait sous les ors du Crillon, une convivialité qui... Ce serait quand même, alors moi qui aime la France en général très profondément, ce serait quand même très prétentieux de dire que la convivialité est que dans le Sud-Ouest. Hein, je suis désolé. On a l'impression qu'elle est que dans le Sud-Ouest, mais bon. Moi, je peux vous assurer que vous allez dans le Nord, montez voir les ch'tis là-haut, vous allez voir, ils ont une convivialité ou en Bretagne ou n'importe où. Non, la convivialité, je pense qu'elle est française en général. Non, mais j'ai eu envie de faire un lieu de vie, quoi. Alors, j'ai été éduqué à Pau, papa qui était quand même un gros consommateur de restaurants.
on avait le Berry, historiquement, qui était à côté de la charcuterie familiale rue Gachet. Et comme une fois maman, à 20h, nous disait « Va chercher ton père, il est au Berry ». Mais le Berry était un exemple pour moi de vie, où il y avait monsieur le maire, André Labarre qui pouvait être là. À côté, il peut y avoir monsieur Tachot de la clinique, il peut y avoir des ouvriers. Tout. Il y avait ce mélange culturel de gens qui passaient des moments entre eux, de franche rigolade. Il y avait ce verbe, voilà, le verbe à la Audiard, voilà, où ça partait dans tous les sens, où il y avait des discussions, il y avait une mauvaise foi volontaire qui était assez extraordinaire à entendre. Et quelque part, j'étais baigné là-dedans, et ça n'empêchait pas qu'ils buvaient bien, qu'ils mangeaient bien, voilà, qu'il y avait des produits, qu'il y avait un engagement avec Jacqueline, Marcel, ou avant Grand et monsieur Ticola, toi, qui essayaient de bien faire leur métier, quoi. Donc ce que j'ai eu envie de faire en fin de compte, c'est un peu ça, c'était mettre ma cuisine gastronomique au service du plus grand nombre, et dans une ambiance, voilà, où on ne va pas au musée, on ne va pas au restaurant pour manger les rideaux, on va au restaurant pour avoir une assiette avec des produits régionaux, quelle que soit la région de France, avec un vrai respect, et qu'on reconnaisse la matière première qui est dans l'assiette, qu'elle ne soit pas masquée par 12 saveurs, voilà, que quand on mange un agneau des Pyrénées, ben, qu'on sache qu'on mange un agneau des Pyrénées, et dans une ambiance où on se sent bien, où on n'a pas besoin d'avoir des codes, et où tout simplement on vient au restaurant pour passer un excellent moment. Alors, il y a la régalade, vous allez ouvrir plusieurs autres restaurants, vous mettez un pied dans le monde de la télé, les médias, comment ça se passe ça? C'est quelle époque ça, 2010 à peu près? Ouais, ça commence même avant, je pense que ça commence dans les années 95-96 avec Monique Cara sur Matin Bonheur, je crois que c'est mes premières émissions de télé. D'accord. Mais ça se passe, je sais pas, ça se passe moi il faut savoir que j'ai jamais eu d'agent, j'ai jamais eu d'attaché de presse, j'ai jamais eu personne. Ouais, et on est venu me demander, ce serait marrant, est-ce que vous avez envie de faire de la télé? Ben, j'ai dit pourquoi pas, parce que je pense que après la difficulté du métier de cuisinier, mais comme beaucoup de métiers, ce que je disais tout à l'heure, c'est la répétition, et c'est qu'on arrive à avoir un peu des œillères et toujours faire pareil, donc intellectuellement c'est toujours un peu difficile. Je dis ça peut m'intéresser, je veux bien essayer, mais bon, avec beaucoup d'humilité, je leur dis je veux, mais il faut que vous m'appreniez, quoi. Il faut que vous m'appreniez, que vous m'expliquiez comment on parle dans un micro, oui. Que vous m'expliquiez qu'il faut mettre un verbe, un sujet, un complément, parce que des fois je les avale. C'était pas le cas, ah bon. Non, mais avec un accent où j'ai tendance à avaler les choses, donc je suis allé faire des cours d'orthophonie, je suis allé faire plein de choses. Ouais. Je suis allé faire plein de cours pour apprendre à parler devant un micro, et puis arriver à parler avec sincérité, sans chercher les mots, sans essayer de faire des phrases trop intelligentes pour ce que je suis. Et ils m'ont dit ça nous convient, donc j'ai commencé comme ça, et petit à petit, voilà, ça a été le parallèle à mon métier, c'est le parallèle qui m'a amené une forme d'oxygène permanent qui m'a permis de faire des choses différentes. Et je crois que grâce à tout ce que j'ai réussi à faire hors du métier de cuisinier, ça m'a permis de durer dans mon métier. Parce que ça m'a oxygéné, ça m'a fait voir des choses, des gens qui pensent différemment que moi, de me rendre compte que mes convictions, qui étaient très marquées, qui étaient un peu excessives et un peu guerrières, à penser que j'avais la science infuse et que j'avais toujours raison, que de voir des gens qui la couleur bleue l'aimaient pas alors que moi je l'aimais, et qui m'expliquaient que le bleu, pourquoi il l'aimait pas. Je dis ouais, c'est vrai que tu as le droit de pas l'aimer. Tu vois, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a permis de me diversifier et de rencontrer un monde différent, un monde qui est qu'on a tendance à sacraliser, on a tendance à montrer du doigt, et en fin de compte c'est un monde de passionnés en grande majorité, un monde de gens compétents qui ont des métiers, qui ont des vrais métiers et des engagements. Ça apporte de la notoriété quand même. Alors ça apporte de la notoriété. Oui, la notoriété c'est très particulier, parce que la notoriété, elle flatte son ego. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'en tant que cuisinier, pour tenir, il faut avoir un peu d'ego. Et c'est vrai que ça fait du bien, mais ça fait du bien quand on vous dit que ce que vous faites, c'est bien, quoi. C'est aussi c'est quelque part un moteur pour arriver à continuer à faire ce qu'on fait. Parce que c'est un engagement. Après ce que je dis, ces 20 heures par jour, je les ai fait toute ma vie. Mais ces 20 heures par jour, quand je les faisais, parce que j'avais quand même régulièrement ce retour un peu positif de mon engagement. Alors, l'expérience Masterchef, c'est ça qui vous a fait quand même Télématin, oui, bon, mais il y avait quand même beaucoup moins de téléspectateurs. Vous avez un peu crevé l'écran là dans Masterchef. Comment vous l'avez vécu quand on vous propose ce concept? Qu'est-ce que vous
C'est une productrice, Benjamin Fajot, de Toulouse, qui vient me contacter à l'époque pour me dire, voilà, il y a une émission qui va se monter sur TF1. Bon, au départ, je dis TF1, c'est pas mon truc, je vais pas y aller. Et puis elle revient 2-3 fois à la charge, elle me dit, rends-toi compte, tu vas être à TF1, ça va être à 20h30, c'est un superbe programme, il y aura des moyens exceptionnels, on va pouvoir parler comme de l'artisanat français, on va pouvoir parler des valeurs du terroir français, on va pouvoir faire passer des messages. Voilà, puis je me suis laissé un peu embringuer, mais bon, au fond de moi, je pense que j'avais envie de le faire, même si c'était peut-être pas c'était pas ma philosophie de base. Et je l'ai fait. Alors, je l'ai fait avec beaucoup de sincérité. Bon, j'ai eu la chance de le faire avec Sébastien Demorand, que je vous parlais tout à l'heure, qui était déjà un ami journaliste gastronomique, et que je savais qu'avec lui, j'allais avoir une certaine connivence et beaucoup de plaisir à réaliser cette émission. C'est un super souvenir. Alors, tout n'est pas parfait. Bon, tout n'est pas exceptionnel, mais dans l'ensemble, à refaire, je le refais sans aucun problème. Voilà, parce que j'y ai passé quand même des moments merveilleux. J'ai eu la chance de faire le Tour de France, parce que je l'ai fait pendant 5 années, donc j'ai fait le Tour de France au moins 3 fois. J'ai découvert la France que je ne connaissais pas, certaines régions que je n'étais jamais allé. Je me suis rendu compte que papa qui me disait que le boudin, c'était que béarnais, malheureusement, j'ai dit non papa, le boudin, il y en a partout. Tu vois. Et je me suis surtout rendu compte que ce pays, qui est un tout petit pays en finalité, est d'une richesse extraordinaire. Et surtout, point de vue culture gastronomique, il y a un chauvinisme qui est incroyable parce que partout où on passe, ils sont sûrs que c'est la plus belle région de France pour manger, quoi. Oui. Et je pense que c'est ce charme que la France a, c'est qu'on est on est totalement chauvin par rapport à son territoire, par rapport à ses produits, par rapport à la recette de sa grand-mère. Et ça en devient tellement beau et tellement féerique que la France est un conte, quoi. C'est ce qui vous fait prendre ce recul quand vous me dites, mais la convivialité, ça ne vient pas du sud-ouest, il n'y en a pas que... C'est ça? Oui, complètement. Je peux vous assurer que quand vous allez en Creuse, qui est une des régions de France les plus sinistres qui existent, et que vous rentrez voir un producteur de chèvres et qui vous donne son cœur et qui il vous ouvre sa table avec toute la famille, avec un sourire, avec une gentillesse... Non, c'est partout en France que les gens sont... On a vraiment la chance... Moi, je suis émerveillé par mon pays, je suis totalement amoureux. Je ne vois pas où j'aurais pu vivre autre part. Alors, j'ai fait beaucoup de pays dans le monde entier, mais c'est vraiment un pays qui a des valeurs et surtout une diversité, quoi. Je ne sais pas si on se rend compte de la diversité qu'il peut y avoir, qu'il soit d'ordre moral, vestimentaire, par rapport à la nature, par rapport aux recettes, par rapport au folklore... par rapport à tout, quoi. À 10 km près, on est dans une autre dimension. D'accord. En même temps, vous êtes un peu, en tout cas pour les Palois, alors vous allez me dire un porte-étendard du Béarn, du Sud-Ouest. Est-ce que vous l'assumez ça? C'est quoi vos rapports avec le Béarn? Parce que quand même, il faut savoir que Yves Condrebord, on en parlera tout à l'heure, mais alors vous n'avez pas le mot retraite, mais bon, là, vous avez plus vos restos, on va dire, hein, vous avez cédé, et vous vivez dans le Luberon. Alors, c'est quoi vos rapports avec le Béarn que vous avez quitté si tôt? Mon rapport avec le Béarn, il est viscéral. Je suis le seul membre de ma famille, je suis en train de réfléchir, oui, à être hors du Béarn. Je suis le seul copain d'enfance. J'ai un copain d'enfance. Là, ouais. Il y a Maurice qui n'est pas encore rentré. Il y a Maurice qui rentre. Je suis le dernier à ne pas être rentré, des copains d'enfance. Non, c'est viscéral, c'est totalement viscéral. Je suis très attaché. J'appelle ma famille, que ce soit mes frères ou ma maman ou mon papa, quand il était là tous les jours. Mes copains d'enfance, je les appelle au moins 2-3 fois par semaine. Et c'est mes valeurs, c'est mes racines, c'est quand même ma façon de vivre, quoi, ma façon de me comporter autour d'une table, avec cette générosité, avec ce partage, avec toute la simplicité que le Béarnais peut avoir. Parce que le Béarnais, je pense que j'ai rencontré le Béarn quand je suis parti. Tiens. Parce que quand on est en Béarn, je ne connaissais pas tellement l'histoire de mon pays. Il a fallu que je parte à Paris, que je me mette à lire tout ce que je pouvais lire sur le Béarn. Voilà. Et le voir de façon différente. Parce que quand on fait le Tour de France, partout c'est beau, mais quand on regarde le Béarn, on se dit, c'est pas mal quand même. Et le Béarnais est simple. Alors, je ne dis pas ça parce que vous êtes tous là, je le dirai partout. Vous avez un public acquis. Oui, non, le Béarnais est simple. Le Béarnais, j'adore le Pays Basque, mais le Basque et le Landais sont prétentieux. C'est ce que disent les Basques des Béarnais. Non, mais sans aucun jugement, mais je le dis, ils ne se comportent pas de la même façon. Vous mettez un Basque, un Béarnais et un Landais, vous voyez qui est le Béarnais.
Le Béarnais est assez renfermé, assez tranquille, assez posé. Le Basque est fier de sa région, et tant mieux, je suis très content pour eux. Le Landais aussi est assez démonstratif. Que le Béarnais, c'est toujours un peu en dedans, c'est tranquille. Et d'ailleurs, quand on fait le Tour de France, quand on parle du Béarn, 90% des électeurs, ils nous disent « c'est où ?» C'est vrai ça? Ah ben, il faut le dire, oui, c'est à côté du Pays Basque. Là, oui, je sais où c'est. Tu peux y aller, c'est comme ça. Non, mais c'est comme ça, c'est le Béarnais qui est... On n'est pas démonstratif. Déjà, on ne se vend pas. On ne se vend pas. On ne revendique pas grand-chose. Voilà. On est heureux de vivre chez soi. Et il y a un bien-être et une quiétude de vie qui est exceptionnelle. Et ça nous convient. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça que je pense que le Béarn est vachement important pour moi. Parce que toute ma vie... Quoi qu'il me soit arrivé, je me suis toujours rapproché j'ai toujours gardé mon lien avec le Béarn. Parce que ça a été peut-être aussi mon équilibre. Ça a sans doute ce côté béarnais, cette éducation béarnaise que j'ai reçue de mon papa et de ma maman, ont été toujours comme si j'avais quelque chose devant moi qui me dit « N'oublie jamais d'où tu viens. Tu es béarnais. Ne t'emballe pas, tu es béarnais. Reste tranquille. Quoi qu'il t'arrive, tu es béarnais. » D'accord. L'humilité. L'humilité. Ouais. On pourrait en faire un synonyme. Béarnais et humilité. Un peu chauvin quand même. C'est humble et chauvin, les Béarnais. Je ne suis pas béarnais, je peux le dire. Je regarde. Tu trouves que c'est chauvin? Ouais, humble mais chauvin aussi, quand même. Très fier de l'être. On n'est pas si fier que ça. Ah oui, bon. on est content d'être béarnais, mais non, je vous promets que non. Il y a plein de cas. Regardez des gens qui sont très très connus, qui sont vus en Béarn. Ils le disent même pas. Personne ne le dit. Je vais prendre bêtement Jean-Michel Larquet. Il n'en parle jamais. Vianney, il n'en parle jamais. À part, il a fait une chanson sur la place Clémenceau. Non, mais le Béarnais, c'est tranquille, je vous promets. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pour avoir côtoyé beaucoup de Béarnais connus, ça parle pas trop. Ouais. Ça revendique pas. Ça revendique pas toute une histoire. Ça le vit. Et c'est très fier de l'être. Alors, c'est très fier de l'être, sans doute. Mais ça, alors, peut-être fier. Il y a beaucoup d'humilité dans le Béarnais. Ouais. Alors, dans le Béarn, il y a beaucoup de rugby aussi. Pourquoi je dis ça? C'est une transition un peu étonnante, mais vous avez sorti un livre, Ovalix. Alors, une histoire gourmande du rugby. C'est chez Albin Michel. Alors là, on vous a trouvé un peu sur un terrain qu'on vous connaissez, mais en gros, vous avez fait avec un journaliste sportif, c'est ça, de l'équipe, Olivier Margot. Lui raconte des anecdotes, mais vous en racontez aussi d'ailleurs, de troisième mi-temps, en fait, de banquet. Et derrière, vous amenez votre commentaire et surtout des recettes. Comment c'est né ce livre? Alors, j'ai fait quand même pas mal de livres. Je crois que je dois être au 20e ou 22e livre qui tourne autour de la cuisine. Et c'est vrai que pour la Coupe du Monde de rugby, on a été pas mal sollicité par toutes les grandes maisons d'édition de France. Et bon, on m'avait proposé plein de projets autour du rugby. Je ne trouvais pas des projets. Bon, faire des recettes pures et dures, ça ne me faisait pas très marrer. Et c'est avec Olivier Margot, qui est un monsieur qui a maintenant 80 ans, qui a été rédacteur en chef de l'équipe, avec qui je suis très intime. Et en discutant avec Olivier, je lui ai dit, Olivier, il faudrait quand même qu'on essaie de raconter le rugby, mais par les banquets. Tous ces banquets qui, systématiquement, où il se passe des choses assez incroyables, où quelque part aussi ça construit les grandes équipes, la fameuse troisième mi-temps en fin de compte, mais qu'on peut voir dans tous les villages de façon beaucoup plus simple. Et au niveau international, même encore aujourd'hui, ces banquets sont encore importants pour fédérer un état d'esprit. Et souvent, qu'il se passe des moments où les langues se délient plus facilement et que les joueurs, les entraîneurs et les adversaires puissent se libérer un franc-parler. Donc on a sélectionné avec Olivier, je crois qu'il y a une quarantaine de banquets historiques. On est allé chercher les menus, donc il y a eu une grosse recherche historique de retrouver les menus qui avaient été servis pour ces banquets. Olivier et Margot a raconté les banquets de 1800 à 1980. Et après, j'avais eu la chance de côtoyer l'équipe de France depuis les années 80, de côtoyer régulièrement l'équipe de France avec les différents entraîneurs et d'intervenir sur des banquets. Et donc, j'ai dit, écoutez, on va raconter cette histoire de banquet. Parce que je pense que le banquet a une importance primordiale, ce troisième mi-temps a une importance primordiale dans l'état d'esprit du rugby. Et surtout que le rugby, pour moi, a été aussi une fondation de mon métier de cuisinier.
Voilà, parce qu'on travaille un peu sur les mêmes valeurs. Il y a l'état d'esprit du groupe, il y a la transmission, il y a l'importance, quel que soit ton physique, quel que soit peu importe d'où tu viens, tu as une importance primordiale dans l'esprit d'équipe du rugby, comme tu as une importance primordiale dans l'esprit d'une brigade. On prend souvent l'exemple au rugby ou en cuisine, voilà, d'un vélo avec son pédalier et la chaîne. Voilà, chaque pignon du pédalier a son importance. S'il y en a un qui ne fonctionne pas, c'est la chaîne qui déraille. Et en cuisine, c'est identique. S'il y en a un dans la brigade qui n'arrive plus à assumer sa tâche ou qui ne la fait pas convenablement, le résultat final n'est pas au niveau qu'on l'attend. Donc il y a vraiment cette importance de groupe, cette importance philosophique qu'on doit tous se retrouver au service, voilà, d'un collectif pour un but final. D'un côté, donner du plaisir aux clients, de l'autre, gagner. Et avec cette phrase magique que j'avais retrouvée dans les vestiaires de mon club de rugby où je jouais à Paris, qui disait « Tout seul, tu vas plus vite, ensemble, on va plus loin ». Et c'est une phrase que j'ai retrouvée à l'hôtel Ritz, gravée dans les murs, que le chef de cuisine avait déjà philosophiquement imposé. Dire « Les gars, c'est parce que tu es meilleur, mais meilleur tout seul, tu iras loin, tu iras vite, mais tu iras pas loin ». Donc c'était l'importance aussi entre ce lien entre la cuisine et les banquets. Et dans la cuisine aujourd'hui, quand je revois, par exemple, j'ai travaillé au Crillon dans les années 89 à 92. Voilà, j'ai eu Jean-François Piège, par exemple, je vais prendre que les gens connus, Jean-François Piège qui a été mon stagiaire, qui a 2 étoiles Michelin, Éric Fréchon, avec qui j'ai travaillé 4 étoiles, Emmanuel Renaud, 4 étoiles. Quand je les revois aujourd'hui, c'est comme quand je revois des anciens collègues de rugby, il y a la même émotion du souvenir, la même émotion de l'engagement qu'on a eu les uns avec les autres pour le service du collectif. Il y a un état d'esprit qui est assez incroyable, voilà, parce qu'on a donné nos corps, alors, au rugby physiquement, en cuisine différemment, mais pour le service d'une maison ou d'une équipe. Oui, et pour le service, du client dans un restaurant, du spectateur aussi, quand il y en a. Vous avez participé à la Coupe du Monde, à la cérémonie d'ouverture, c'est ça? Racontez-nous comment ça s'est passé, ça. Oui, c'est une aventure assez extraordinaire. Jean Dujardin m'a demandé, Jean Dujardin qui était un client habitué et un vrai gastronome et un monsieur, malgré sa réussite et malgré ce qu'il a fait d'une simplicité et d'un contact très, très chaleureux, de monter une équipe de 30 personnes justement pour intervenir, pour représenter la France voilà, pendant la cérémonie d'ouverture. 30 passionnés, 30 amoureux du rugby qui viennent en grande partie de corporations assez diversifiées. Donc il y a eu ce spectacle qui a été monté, on a travaillé dessus pendant un mois, durant tout le mois d'août, pour arriver le 8 septembre à réaliser ce spectacle. Voilà. Ça a été un moment assez incroyable, surtout qu'on était quand même 4-5 à avoir joué au rugby. Et quand on s'est retrouvés 5 minutes avant de rentrer sur le terrain, dans le couloir, voilà, dans le couloir qui mène au stade devant 80 000 personnes, on avait la chair de poule et les larmes aux yeux. Ça a été un moment d'émotion et d'une intensité assez particulière qu'on a peu vécu les uns et les autres dans nos carrières professionnelles. Ouais. Et vous avez ce soir-là, très impressionné, vous pouvez croiser les 2 équipes qui vont jouer ou comment ça se passe? Alors, on n'a pas croisé les 2 équipes qui vont jouer parce qu'on ne pouvait pas les approcher. Bon, Fabien Galtier. C'était avant, ouais, c'est ça. C'était avant. Bon, Fabien, on est très intime avec Fabien. Donc, Fabien est venu nous saluer pour nous remercier de venir animer, entre guillemets. Voilà, il est juste venu nous donner un geste de fraternité. Voilà. Mais on a vu les équipes rentrer. C'est très impressionnant, mais c'est très impressionnant quand on a joué au rugby. Après, les gens qui n'ont pas joué ou qui... Voilà, ça peut paraître totalement anodin, mais quand on a joué et quand on est rentré dans des stades où il y a un peu de monde, c'est vrai que c'est très intense. Non, je ne pense pas que ce soit anodin, effectivement, de rentrer sur la pelouse du Stade de France à l'ouverture de la Coupe du Monde. Bon, alors la Coupe du Monde, on connaît la fin. On sait ce qui s'est passé. Vous avez là-dessus... vous connaissez bien Fabien Galtier. Oui, je pense que... Dans le livre, vous racontez, il est entraîneur du MHR, c'est ça, 2011 et... Ouais. Ils perdent la finale contre le Stade Toulousain. Ouais, et ils vous appellent 5h du matin. Ouais, ça fait partie d'un des banquets. Alors c'est un banquet très particulier parce que c'est pas réellement un banquet. C'est après la finale Toulouse-Montpellier, quand Fabien Galtier était entraîneur avec Éric Béchu de Montpellier. Donc ils perdent la finale.
Donc on les avait, on était allé voir le match, puis à 5h du matin, moi j'étais couché depuis un petit moment, Fabien m'appelle pour me dire on prend le train dans 3 heures, est-ce que tu peux nous faire à manger? Ouais, je dis bien sûr, j'arrive. Donc je suis descendu, je suis allé leur faire à manger, on avait dressé la table au milieu du carrefour de l'Odéon. Ouais, je dis, il y a les photos. Il y a les photos, on a dressé. Et la beauté de ce moment, c'est que bon, ils sont arrivés, pratiquement toute l'équipe était encore complète à 5h du matin, malgré, je pense, une nuit parisienne très agitée. Et il y a eu une communion familiale. Alors, je leur avais fait des omelettes. J'avais fait des omelettes archiduc, des omelettes à base de foie de volaille. Il y a la recette. Oui, j'ai mis la recette. Mais c'est surtout l'humilité et le besoin de se retrouver une fois de plus autour d'une table, de se poser. Je pense qu'ils avaient dû faire la nuit dans toutes les boîtes de nuit possibles et dans tous les bars possibles. Et le fait de se retrouver assis autour d'une table en train de manger et de boire du Morgon de Marcel Lapierre et de manger une omelette, voilà, ça a été un moment d'humilité et un moment d'intensité humaine entre les uns et les autres. Je pense qu'ils redescendaient tous de leur excitation de la nuit. Ils se retrouvaient autour de cette table. Il y avait Éric Bichu, un peu le sphinx de cette équipe qui était au milieu, qui leur parlait. Alors, il y avait des joueurs comme François Trenduc qui avait à peine 21 ans, Benoît Payotte qui avait 18 ans. Et ils sont tous posés. Ils sont tous regardés dans les yeux avec beaucoup d'amour. Tout ce que le sport de haut niveau, quand on est une vraie équipe, apporte, beaucoup de respect. Et ce moment qui est des fois assez rare à toucher, une intensité d'amour. On a senti de l'amour entre les gars. L'amour d'avoir accompli une saison exceptionnelle, de ne pas être arrivé au but final de champion de France, mais beaucoup de fierté et de respect mutuel les uns avec les autres, avec un vieux monsieur qui est au milieu et qui leur parle comme un père de famille. J'étais avec eux, j'ai eu la chance de pouvoir m'asseoir avec eux et d'écouter, parce que là, tu parles plus, tu dis plus rien, tu fais juste que regarder. Et j'ai trouvé ça merveilleux que des gars soient capables, malgré une défaite, malgré une nuit agitée, de se restructurer autour d'une omelette, autour d'un plat le plus simple possible du monde, mais un plat qui est réconfortant, un plat qui parle à tout le monde. L'importance aussi du mets qu'on mange, parce que je pense que le mets qu'on mange amène le comportement. Et ça a été une des plus belles réunions sportives que j'ai pu vivre avec eux. Il ne vous a pas appelé après France-Afrique du Sud? Non, c'est moi qui l'ai appelé. C'est vrai? Non, le soutien, je pense que c'est important. Il y a eu quand même une grosse déception, parce que voilà, je pense qu'on y croyait tous. Tout avait été fait pour qu'on soit champion du monde. Voilà, malheureusement, ça reste un sport, ça reste un ballon ovale. Et le rebond du ballon ovale, des fois, va pas toujours dans le sens qu'on veut, quoi. Ouais. Allez, on va finir parce que le temps passe, que peut-être la salle aura des questions. Je vous ai dit, alors vous êtes à la retraite, vous m'avez dit, j'aime pas le mot retraite. Alors non, vous avez cédé vos restos, vous en êtes où là? Voilà, j'ai fermé un chapitre de ma vie parisienne. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir mon neveu Julien, le fils de Philippe, le charcutier de Pau, qui a travaillé avec moi pendant plus de 10 ans. Donc c'est Julien qui a repris derrière moi. Alors, au départ, je devais sans doute un peu rester avec lui, puis j'ai décidé de ne pas rester, de complètement couper. Donc c'est Julien qui a repris les entreprises. Et Julien est un jeune homme très structuré, très posé, et je pense qu'il a la maturité pour arriver à réaliser la suite et faire beaucoup mieux. Voilà, mon vœu aujourd'hui, c'est prendre un peu de recul. Mais pas partir. Le mot retraite ne me plaît pas. Je dis, je vais ouvrir un nouveau chapitre, et j'espère un chapitre beaucoup plus léger, avec moins de contraintes financières et moins de contraintes de gestion humaine. Voilà, plus sur la joie et le plaisir de participer à des moments de création, donc vous continuez d'évolution. Vous cuisinez, continuez toujours? Oui, je continue toujours à cuisiner. Oui, j'ai cuisiné pour la Coupe du Monde de rugby. Je vais cuisiner l'année prochaine pour le Tour de France. Je vais cuisiner pour les Jeux Olympiques aussi. Voilà, d'accord, mais quoi, vous ne faites pas les plats de tous les athlètes des Jeux Olympiques? C'est pas comme ça que ça se passe? Non, mais on va faire des banquets de gala. D'accord. Voilà, je m'en vais au Mexique au mois d'avril pendant 15 jours, justement, pour représenter la gastronomie française. Voilà, des one-shots, entre guillemets. Juste le meilleur côté du boulot, quoi. Fini les carottes. Le plaisir. Mais bon, après, je pense que... Les 200 carottes, c'est fini. Je pense, et ça aussi, c'est important. C'est qu'à un moment donné, je pense qu'il y a des jeunes qui sont beaucoup plus compétents que moi, des jeunes qui ont beaucoup plus envie que moi. Voilà, je ne vais pas dire que je suis devenu trop vieux, mais j'ai fait mon temps. Il faut savoir aussi, je crois, laisser la place aux autres
et savoir profiter peut-être plus sainement et avec beaucoup plus de simplicité des jours à venir. Très bien. Juste une dernière question, le Luberon, pourquoi pas le Béarn? Ouais, parce que je ne sais pas. non, c'est le bien, Luberon, ouais, c'est très particulier. Alors, c'est pas le Luberon du tout, c'est pas Gordes et Lourmarin, c'est pas des Luberon, c'est Cavaillon. Donc c'est un Luberon, ah bon, d'accord, c'est pas différent. Ouais, d'accord. Non, c'est le confinement. C'est le confinement. Les 2 confinements, on s'est retrouvés à Paris. Ça a été quand même très compliqué pour les Parisiens parce qu'on se retrouvait enfermés dans des apparts. Et je sais que les apparts parisiens ne sont pas très grands. Donc ça a été essayer de trouver vite fait une location accessible en train. Et malheureusement, le Béarn, pour venir en train, il faut 5 heures, donc c'est un peu galère. Je vois des têtes qui se hochent, là, qui hochent. Donc j'ai regardé, j'ai vu que le Sud-Est était beaucoup plus facile. Le TGV du Sud-Est qui descend à Marseille en 3 heures. Et donc on a cherché une location, et j'ai trouvé une location à côté de pas loin d'Avignon, voilà, à côté de Cavaillon. Et j'ai dit à mon épouse, écoute, on y va, puis on verra bien. On est parti là-bas juste pour se mettre pendant le confinement. Et puis on s'y est senti bien, la région est sympa, les gens ont été adorables, voilà. Et moi je me suis senti aussi très à l'aise là-bas parce que j'avais pas de repères, voilà, parce que j'étais beaucoup moins en démonstration peut-être que quand je viens au Béarn, parce que tu vois, je suis conscient de ce qui m'est arrivé. Quand je viens au Béarn, je fais quand même attention comment je m'habille, comment je parle, patati patater. Mais personne ne me l'impose, c'est naturel, quoi. C'est quand même naturel. Alors que là-bas, j'étais capable d'aller voir le maire en slap et en short et en t-shirt, ça ne me posait pas de problème. Tu vois. Non, mais tous ces petits détails. Et je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, en fin de compte, est-ce que tu n'es pas plus léger? Est-ce que tu n'es pas plus à l'aise? J'ai dit oui, je crois. Et puis voilà, et puis on s'est trouvé bien là-bas. Et puis après le premier confinement, on a gardé la location en se disant on y viendra de temps en temps, une fois par mois. Le 2e confinement est arrivé, on y est resté. Et après, au bout du 2e confinement, on a dit écoute, on reste là. Voilà. Je connaissais personne, j'y étais jamais allé, je ne savais pas où c'était, je suis resté là-bas. Ouais, très bien. Mais vous revenez à Pau. Mais je ne redis pas mon Béarn, c'est pas pour ça. Merci Yves Candebord. C'est moi qui vous remercie.